Dans les vastes étendues glacées du nord canadien, un silence s'abat sur les forêts en hiver, un silence si pesant qu'il semble étouffer tout espoir. Mais ce silence, disent les anciens, est un leurre. Car dans ces ténèbres profondes, quelque chose guette, quelque chose d'ancien, de vorace et de terriblement humain. Les Wendigo. Ce mot, soufflé entre deux craquements de branches ou murmuré à la lueur des flammes vacillantes, n'est pas qu'une simple légende. C'est une mise en garde, une malédiction vivante, inscrite dans les os des survivants et dans les récits transmis de génération en génération. Le Wendigo n'est pas seulement une créature, c'est une faim insatiable, un esprit corrompu qui s'infiltre dans l'âme et la dévore. Dans cette histoire, nous remontons aux racines de la légende, au moment où la forêt elle-même a commencé à murmurer le nom du Wendigo. Une terreur qui va bien au-delà des contes de feu de camp. Voici le récit de la naissance d'un mâle, de ses victimes, et des secrets qu'il garde jalousement dans l'ombre des arbres enneigés. Tout commence en un hiver dont personne n'aurait pu imaginer la cruauté. Les tribus algonquines, dispersées à travers les plaines et les forêts de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, étaient habituées à de rudes hivers. Mais celui-ci, connu plus tard comme le Grand Hiver, n'avait rien de naturel. La neige tombait sans relâche, créant une barrière étouffante entre les familles et leurs précieuses réserves de nourriture. Les rivières, d'ordinaire vives et généreuses, s'étaient figées sous des couches de glace impossibles à briser. Le gibier semblait s'être volatilisé. Les bois, habituellement remplis du bruissement des cerfs ou du cri des oiseaux, étaient devenus un désert silencieux. Les anciens chuchotaient que le froid n'était pas qu'un phénomène météorologique, c'était une punition. Mais pourquoi? Au cœur de ce chaos, un homme nommé Teia était en proie à des visions. Chasseur expérimenté et père dévoué, il avait toujours protégé sa famille. Mais ce froid inhumain, ce silence pesant, cela commençait à lui jouer des tours. Alors qu'il scrutait l'horizon enneigé en quête d'une trace, une silhouette sombre semblait l'épier depuis les ombres des arbres. Un jour, désespéré, Teia décida de s'aventurer seul plus loin que jamais dans les bois. La faim déformait son esprit, et l'idée d'abandonner sa famille lui traversait l'esprit. C'est alors qu'il tomba sur un homme étrange, à l'apparence presque translucide. Sa peau était tendue sur ses os, et ses yeux brillaient d'un éclat rouge malsain. Cet homme s'approcha lentement, ses pas silencieux sur la neige. « Tu cherches à sauver ta famille », murmura-t-il. Sa voix semblait émaner de partout à la fois. Teia, malgré son instinct de méfiance, hocha la tête. « Mange », dit l'homme en lui tendant un morceau de viande crue, rouge vif malgré le froid. Affamé au-delà de la raison, Teia accepta sans poser de questions. À peine eut-il goûté à cette chair que quelque chose changea en lui. Une chaleur sinistre envahit son corps, comme si le froid n'avait plus d'emprise sur lui. Mais cette chaleur s'accompagna d'une faim atroce, plus violente que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. L'homme mystérieux le regarda avec un sourire effrayant. « Maintenant, tu es comme moi, tu survivras, mais à quel prix ?» Lorsqu'il retourna au camp, Teia était changé. Ses yeux avaient perdu leur éclat humain, et sa silhouette paraissait plus grande, plus menaçante. Sa famille, soulagée de le voir, ne se rendit pas compte immédiatement du monstre qu'il était devenu. Cette nuit-là, la faim le submergea complètement. Ne trouvant rien à manger, il commença à regarder les membres de sa famille avec une convoitise qui n'avait rien d'humain. Il tenta de résister, mais l'esprit du Wendigo avait pris racine en lui. La légende dit qu'au petit matin, les restes de sa femme et de ses enfants gisaient dans la neige, et que Teia, horrifié par ce qu'il avait fait, s'enfuit dans les bois pour ne plus jamais revenir. Mais l'esprit du Wendigo ne s'arrêta pas là. Il passa de personne en personne, s'installant dans ceux qui, comme Teia, avaient cédé à leur désespoir. Les anciens racontent que chaque acte de cannibalisme, chaque morsure de chair humaine, renforçait le Wendigo, le rendant plus puissant, plus insatiable. Des années après le Grand Hiver, les survivants de la région commencèrent à relater des histoires terrifiantes.
Des familles entières disparaissaient dans les bois. On retrouvait parfois des campements abandonnés, les tentes déchirées et le sol taché de sang. Les chamans de la tribu avertissaient les gens de ne pas céder à la faim. Le Wendigo guette les âmes faibles, disait-il. Si vous mangez la chair de votre prochain, il viendra pour vous. Mais la question restait, le Wendigo était-il seulement un esprit? Ou était-il aussi une créature physique, tapie dans les ombres, attendant sa prochaine victime? Les anciens croyaient que le Wendigo n'était pas seulement une créature de chair et de sang. C'était un esprit sombre, une entité née de la désespoir et de la trahison humaine. Les chamans des tribus algonquines, considérés comme les gardiens du savoir ancestral, prenaient ce mal au sérieux. Ils savaient que le Wendigo ne pouvait être détruit par des moyens ordinaires. Lors des nuits glaciales, lorsque le vent hurlait entre les arbres, les chamans organisaient des cérémonies pour éloigner le mal. Ils portaient des masques faits d'écorce et des robes décorées de symboles sacrés. Ils chantèrent des prières pour apaiser les esprits et utilisaient la fumée des herbes médicinales pour purifier l'air. Mais malgré leurs efforts, le Wendigo revenait toujours, attiré par la faim et la faiblesse des hommes. C'était un cercle vicieux. Chaque fois qu'un humain cédait à la tentation du cannibalisme, l'esprit du Wendigo s'emparait de lui, le transformant en une créature affamée et monstrueuse. Cette possession ne se limitait pas au corps, elle rongeait aussi l'âme, réduisant la personne à un simple esclave de sa faim insatiable. Au cœur de ces récits tragiques, une histoire se démarque, celle d'Anoki, un jeune guerrier connu pour sa bravoure et sa loyauté envers sa tribu. Lorsqu'il était enfant, Anoki avait survécu au grand hiver, mais pas sans perte. Sa mère et son frère cadet avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Certains murmuraient qu'ils avaient été victimes du Wendigo, mais Anoki refusait de croire à ces légendes. Des années plus tard, devenu un homme, Anoki se trouvait confronté à une situation similaire. L'hiver était rude et sa tribu luttait pour survivre. Des disparitions étranges avaient commencé à se produire dans le camp. Des chasseurs ne revenaient pas et on retrouvait parfois des morceaux de chair humaine dans les cendres des feux de camp. Un soir, alors qu'Anoki patrouillait autour du camp, il entendit un cri perçant. Se précipitant dans la direction du bruit, il tomba sur une scène terrifiante. Un homme de sa tribu, le visage déformé par la folie, se tenait au-dessus d'un corps mutilé. Ses mains tremblaient, et ses yeux étaient de rouge comme des braises. « Anoki, aide-moi » murmura l'homme avant de s'écrouler. Anoki réalisa avec horreur que l'homme était son meilleur ami, Nikan. Mais ce n'était plus vraiment lui. L'esprit du Wendigo avait pris possession de son corps. Le lendemain, les anciens de la tribu se réunirent pour discuter de ce qui devait être fait. Ils décidèrent qu'il fallait traquer le Wendigo avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Anoki, rongé par la culpabilité et animé par un désir de vengeance, se porta volontaire pour mener la chasse. La traque les emmena loin dans les profondeurs de la forêt, où les arbres semblaient murmurer des avertissements. La neige tombait en silence, étouffant tout son, et les chasseurs commençaient à ressentir un malaise croissant. La première nuit, alors qu'ils s'étaient arrêtés pour se reposer, l'un des chasseurs disparut. On retrouva ses empreintes de pas menant dans les bois, mais elles s'arrêtaient brusquement, comme s'il avait été aspiré par le sol. Les hommes étaient terrifiés, mais Anoki les exhorta à continuer. « Si nous renonçons maintenant, le Wendigo viendra pour nous tous, » dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Après plusieurs jours de marche, les chasseurs atteignirent une clairière étrange. Au centre, une cabane délabrée se tenait, ses murs recouverts de symboles inconnus. L'air était lourd, presque étouffant, et une odeur putride flottait dans l'atmosphère. En entrant dans la cabane, ils découvrirent une scène macabre. Des os humains étaient entassés dans un coin, et sur une table grossièrement taillée, des morceaux de chair séchaient au-dessus d'un feu mourant. Mais ce qui attira leur attention, c'était un carnet posé sur la table. Anoki, malgré la nausée, ouvrit le carnet. À sa grande surprise, il contenait des notes écrites dans une langue familière. « C'est le journal de mon frère », murmura-t-il, la gorge serrée.
Le journal racontait l'histoire d'un groupe de survivants du grand hiver qui, piégés par le froid et la faim, avaient été contraints de se nourrir les uns des autres. Mais au fil des pages, l'écriture devenait de plus en plus chaotique, et les mots prenaient une tournure sinistre. Nous avons entendu sa voix dans le vent. Il nous promet la survie, mais à quel prix? Anoki réalisa alors que le Wendigo n'était pas seulement une créature ou un esprit. C'était une force corruptrice, capable de manipuler les esprits faibles et de semer la destruction partout où il passait. Alors qu'ils fouillaient la cabane, les chasseurs entendirent un bruit sourd venant de l'extérieur. En sortant, ils découvrirent une silhouette monstrueuse se tenant à la lisière des bois. Le Wendigo. La créature était immense, avec une silhouette décharnée et des yeux rouges brillant dans l'obscurité. Sa mâchoire dégoulinait de sang, et son souffle formait des nuages de vapeur dans l'air glacé. « Anoki !» grogna-t-elle d'une voix gutturale qui semblait résonner dans les os même du jeune homme. Anoki, tremblant mais déterminé, saisit sa lance. Il savait que cette confrontation était inévitable. Le Wendigo n'était pas seulement un ennemi à abattre, mais une épreuve à surmonter. Anoki faisait face à l'ombre cauchemardesque du Wendigo. La créature, bien que humanoïde, semblait plus animale qu'humaine. Ses côtes saillaient sous une peau pâle et tendue, et ses mains, longues et griffues, se terminaient en pointes acérées. Mais ce qui glaçait Anoki jusqu'à l'âme, c'étaient ses yeux, rouges comme des braises. Ils brillaient d'un mélange de faim et de malveillance. Les autres chasseurs hésitaient, paralysés par une peur ancestrale. Mais Anoki, armé de sa lance et de son courage, fit un pas en avant. « Je ne suis pas ici pour fuir, démon », murmura-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Le Wendigo pencha la tête, comme s'il le jaugeait, puis éclata d'un rire guttural qui fit frissonner les arbres autour d'eux. « Tu crois pouvoir m'arrêter, mortel? Tu crois que ta lance, ou même ta volonté, peuvent briser la faim qui m'habite ?» Le vent se mit à hurler, emportant avec lui des murmures incompréhensibles. Les chasseurs, pris de panique, lâchèrent leurs armes et s'enfuirent, laissant Anoki seul face à la bête. La confrontation qui suivit ne fut pas seulement physique. Alors qu'Anoki engageait le combat, il sentit quelque chose d'étrange se produire. Le Wendigo semblait parler directement dans son esprit, réveillant en lui des souvenirs enfouis. « Tu te souviens de ce que tu as perdu, n'est-ce pas ?» Anoki vacilla. Une vision surgit dans son esprit. Sa mère et son frère, assis autour d'un feu, leur visage éclairé par la lueur dansante des flammes. Mais dans cette vision, leurs sourires se transformèrent en un rictus affamé. La neige autour d'eux était tachée de rouge. « Ils ont cédé à la faim, tout comme toi tu le feras », murmura la voix du Wendigo. Anoki secoua la tête, tentant de chasser ces images. « Non, je ne suis pas comme eux », hurla-t-il, mais une part de lui doutait. Le Wendigo profita de cette hésitation pour attaquer. D'un mouvement fulgurant, il frappa Anoki, le projetant contre un arbre. Le jeune guerrier sentit la douleur parcourir son corps, mais il se releva, animé par une détermination farouche. Alors qu'il reprenait son souffle, les paroles de son grand-père lui revinrent en mémoire. Le Wendigo se nourrit de ta peur et de ton désespoir. Il prospère dans les cœurs faibles, mais il craint la lumière de la vérité et la chaleur de l'humanité. Anoki réalisa que le Wendigo n'était pas invincible. La créature tirait sa force de l'obscurité et des secrets qu'elle exploitait. Si Anoki pouvait surmonter ses propres démons intérieurs, il pourrait affaiblir la bête. Avec un cri de défi, il chargea à nouveau, non pas avec sa lance, mais avec une torche qu'il avait ramassée dans la cabane. Le feu, symbole de vie et de purification, semblait intimider la créature. Anoki savait qu'il ne pouvait vaincre le Wendigo seul. Après un combat acharné, il réussit à repousser temporairement la créature et retourna au camp pour demander l'aide des chamans. Les anciens, bien que réticents à l'idée de combattre une telle entité, comprirent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils préparèrent un rituel complexe, destiné à exorciser l'esprit du Wendigo et à libérer la forêt de son emprise. La nuit suivante, Anoki et les chamans se rendirent dans la clairière, où il avait affronté la bête. Les hommes entonnèrent des chants anciens, appelant les esprits protecteurs de la terre et des ancêtres. La fumée des herbes sacrées emplissait l'air,
et les flammes des torches dansaient, comme pour repousser les ombres. Le Wendigo apparut une fois de plus, attiré par l'énergie du rituel. « Vous ne pouvez pas me détruire », grogna-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Mais cette fois, Anoki était prêt. Armé de la force des anciens et de son propre courage, il s'avança vers la bête, portant une torche flamboyante. « Ce n'est pas toi qui contrôle ma faim, c'est moi », déclara-t-il, plantant la torche dans le sol gelé. À cet instant, le Wendigo poussa un cri perçant, un hurlement qui semblait contenir des milliers de voix. Sa silhouette commença à vaciller, comme si elle était faite d'ombres et de fumée. Mais avant de disparaître complètement, il laissa échapper un dernier rire, sinistre et prophétique. « Tu penses m'avoir vaincu? Je suis la fin elle-même. Je suis éternel. » Le Wendigo disparut, laissant derrière lui un silence lourd et oppressant. Bien que la créature ait été repoussée, les chamans avertirent Anoki que le Wendigo ne pouvait jamais être détruit définitivement. Tant qu'il y aura des hommes pour céder à la faim et au désespoir, il reviendra, expliquèrent-ils. Anoki, bien que marqué par cette expérience, trouva une nouvelle force en lui. Il comprit que la véritable bataille contre le Wendigo n'était pas extérieure, mais intérieure. Après avoir repoussé le Wendigo, Anoki revint à son village, marqué par l'épreuve. Ses blessures physiques guérissaient lentement, mais les cicatrices psychologiques étaient plus profondes. Il ne pouvait oublier la silhouette affamée du Wendigo, ni ses paroles empoisonnées. « Je suis la fin, je suis éternel, suis ». Les anciens lui offrirent des prières et des remèdes pour l'aider à se remettre. Mais Anoki se sentait changé. La clairière où il avait affronté le Wendigo hantait ses rêves, et chaque ombre dans la forêt semblait porter une menace. Malgré tout, il décida de rester auprès des siens, déterminé à protéger son peuple contre toute résurgence du mal. Mais ce calme apparent n'était qu'un répit. Les mains du Wendigo. Quelques mois plus tard, des signes troublants commencèrent à apparaître. Une autre tribu voisine rapporta que plusieurs de ses membres avaient disparu, et les chasseurs revenaient avec des histoires de cris dans la nuit, de silhouettes qui les suivaient entre les arbres. Anoki se rendit sur place pour enquêter. En arrivant, il trouva un camp abandonné, ses tentes déchirées et des marques profondes dans le sol gelé. Mais ce qui le glaça, c'était une inscription gravée sur un arbre. La faim ne dort jamais. La peur monta parmi les survivants, et certains commencèrent à accuser Anoki. « C'est toi qui l'as attiré ici avec ton défi », cria l'un d'eux. Anoki, bien que blessé par ces accusations, ne pouvait les ignorer. Peut-être avait-il raison. Peut-être que son affrontement avec le Wendigo n'avait fait que le pousser à chercher de nouvelles victimes. Le Wendigo n'agissait plus seulement comme une entité isolée. Sa présence semblait se propager comme une maladie. Les hommes, poussés à bout par la faim et la peur, devenaient eux-mêmes des instruments de sa volonté. Dans le village d'Anoki, un jeune homme nommé Sika, connu pour sa générosité, fut retrouvé mort dans la forêt. Sa dépouille portait des marques étranges, comme si on l'avait attaqué avec des griffes. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'on examina ses affaires, on découvrit des restes humains dissimulés parmi ses provisions. La tribu fut plongée dans la consternation. Était-il devenu un Wendigo? Ou avait-il été une victime, manipulée par l'esprit? Cette ambiguïté rongeait le moral du village. La méfiance s'installait, et les liens entre les membres de la communauté commençaient à se briser. Anoki comprit qu'il devait agir, une fois pour toutes. Avec la bénédiction des anciens, il entreprit un dernier voyage pour trouver l'origine du Wendigo et tenter de rompre la malédiction. Guidé par les rêves troublants où il voyait des images de sa famille perdue, il s'enfonça dans la forêt, bien au-delà de tout endroit où il s'était aventuré auparavant. Là, dans une vallée oubliée, il trouva un ancien autel, fait de pierres noircies par le temps. Les chamans de jadis avaient raconté que cet autel était l'endroit où un pacte avait été scellé avec l'esprit de la faim. Une tribu, désespérée par la famine, avait invoqué une entité surnaturelle pour obtenir de la nourriture. Mais le prix de ce pacte avait été terrible. La tribu avait été consumée et le Wendigo était né.
Anoki alluma un feu autour de l'autel et entama une prière apprise des anciens. Il offrit son propre sang en sacrifice, espérant apaiser l'esprit. Mais le Wendigo apparut une fois de plus, cette fois encore plus puissant. Le Wendigo riait en voyant Anoki. « Tu n'apprends jamais, mortel. La faim ne peut être vaincue. Elle est la nature même de votre existence. Vous voulez toujours plus. » Anoki, épuisé mais résolu, répondit « Si la faim est éternelle, alors il faut un gardien pour la surveiller. » Avant que le Wendigo ne puisse réagir, Anoki brisa un talisman sacré qu'il portait depuis son enfance. Ce talisman, béni par les chamans, contenait un fragment de son âme. En le détruisant, Anoki scella un pacte. Il deviendrait le gardien du Wendigo, enfermant l'esprit en lui-même et le retenant dans un sommeil éternel. La forêt s'illumina d'une lumière vive, et le Wendigo poussa un hurlement si puissant qu'il fit trembler la terre. Puis, le silence retomba. Anoki disparut ce jour-là. Les survivants de son village racontèrent qu'il avait donné sa vie pour les sauver. La légende d'Anoki et du Wendigo devint un avertissement pour les générations futures. Les chamans enseignèrent aux enfants que la faim n'était pas qu'un besoin physique, mais une force qu'il fallait maîtriser. Dans les nuits les plus froides, certains affirment encore entendre le vent porter un murmure. Anoki veille. Mais ne cédez pas à la faim. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention rendent ces récits vivants. L'histoire du Wendigo, à la fois effrayante et fascinante, nous pousse à réfléchir sur nos propres faiblesses, nos désirs et nos instincts les plus primaires. Mais une question demeure. Si la fin du Wendigo est éternelle, combien de fois avons-nous, nous aussi, frôlé cette frontière fragile entre l'humanité et la monstruosité? Pensez-y la prochaine fois que vous vous retrouverez face à vos propres tentations ou peurs. Seriez-vous capable de résister? Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoires émouvantes pour découvrir encore plus de récits intrigants, mystérieux et immersifs. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et dites-nous quelle légende ou mythe vous voudriez explorer ensuite. Et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. La forêt est grande, les légendes sont nombreuses et nous ne faisons que commencer.